Chapitre 1, partie 1. Le secret du mariage. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne formeront qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Éphésiens 5, versets 31 à 32. J'en ai assez d'entendre des discours sentimentaux sur le mariage. Que ce soit lors de cérémonies nuptiales, à l'église ou à l'école du dimanche, une bonne part de ce qui est dit a autant de profondeur que ce qu'on lit sur les cartes de vœux. Le mariage est tout sauf sentimental. Il est splendide, mais difficile. Il est fait de joie vive et de force, mais aussi de sang, de sueur et de larmes, de défaites humiliantes et de victoires épuisantes. Après quelques semaines d'existence, aucun mariage ne ressemble à un conte de fées. Rien de surprenant donc à ce que la seule phrase à laquelle de nombreux couples s'identifient dans le célèbre discours de Paul sur le mariage en Éphésiens 5, soit le verset 32, cité plus haut. Il y a là un grand mystère. Parfois, vous vous effondrez dans votre lit après une longue et dure journée où vous avez essayé de vous comprendre l'un l'autre et vous ne parvenez qu'à soupirer. Il y a bien là un grand mystère. À d'autres moments, votre mariage ressemble à un puzzle inachevé, un labyrinthe dans lequel vous vous sentez perdu. Je pense que tout cela est vrai. Et pourtant, il n'existe aucune relation entre deux êtres humains aussi belle et importante que le mariage. Dans le récit biblique, Dieu lui-même célèbre la première union, en Genèse 2, versets 22 à 25. À la vue de sa femme, l'homme devient poète et s'écrie « Enfin !» Tout dans le texte révèle que le mariage, après notre relation avec Dieu, est la relation la plus profonde qui soit. C'est pourquoi, tout comme apprendre à connaître Dieu personnellement, parvenir à connaître et à aimer son conjoint est difficile et douloureux, mais également gratifiant et merveilleux. L'expérience la plus douloureuse et la plus merveilleuse concerne la compréhension biblique du mariage. Aucune autre époque n'a eu un tel besoin d'élever cette vision et de lui donner la première place dans notre culture. Le déclin du mariage. Depuis 40 ans, les principaux indicateurs du mariage sont en déclin constant. Ils nous alertent de façon empirique sur la santé du mariage et son degré de satisfaction aux États-Unis. Le taux de divorce a presque doublé ces 50 dernières années. En 1970, 89% des enfants naissent de parents mariés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 60%. Encore plus révélateur, en 1960, 72% des Américains adultes étaient mariés. En 2008, ils ne sont plus que 50%. Tout ceci dénote une méfiance et un pessimisme croissant dans notre culture au sujet du mariage et c'est particulièrement vrai chez les jeunes adultes. Ils estiment avoir peu de chances de vivre un mariage heureux et même dans l'éventualité d'une union stable, la perspective d'une vie sexuelle ennuyeuse les horrifie. Le comédien Chris Rock résume « Vous avez le choix, mariage et monotonie ou célibat et solitude ». Pour de nombreux jeunes adultes, ce sont là deux options principales. C'est la raison pour laquelle ils envisagent le concubinage, solution intermédiaire entre le mariage et de simples rencontres sexuelles. Ces 3 dernières décennies, cette pratique a connu une croissance exponentielle. Aujourd'hui, plus de la moitié des gens vivent ensemble avant de se marier, contrairement aux années 60, où l'union libre restait une exception. Un quart des femmes célibataires entre 25 et 39 ans vivent avec un partenaire et plus de 60% à l'approche de la quarantaine. Cette pratique est induite par plusieurs croyances populaires. L'une d'elles suppose que la plupart des mariages sont malheureux. Après tout, raisonne-t-on, 50% des mariages finissent par un divorce et 50% doivent être en majorité épouvantables. Vivre ensemble avant de se marier, argumente-t-on, se mettre plus de chances de son côté pour faire le bon choix. Cela permet de vérifier si l'on est compatible avant de faire le grand saut.
Il s'agit d'un moyen de découvrir si l'autre est vraiment digne de notre intérêt et si la bonne entente, entre guillemets, sexuelle, est suffisamment forte. Toutes les personnes que je connais qui se sont mariées rapidement avant d'abord vivre ensemble ont fini par divorcer, a répondu un homme lors d'un sondage de l'Institut Gallup. Malheureusement, le problème de ces croyances et suppositions, c'est qu'elles sont toutes pratiquement fausses. Les vertus surprenantes du mariage. Malgré la déclaration du jeune homme lors du sondage de Gallup, il s'avère qu'un nombre conséquent de statistiques indique que ceux qui vivent ensemble avant le mariage sont plus susceptibles de se séparer ensuite. Le choix du concubinage par ceux qui ont vécu la douleur du divorce de leurs parents est une réaction compréhensible. Mais dans les faits, il semblerait que le remède soit pire que le prétendu mal. D'autres croyances populaires sont également erronées. Environ 45% des mariages se terminent effectivement par un divorce, mais le pourcentage de loin le plus élevé se trouve chez ceux qui se marient avant 18 ans, quittent le lycée et ont eu un bébé avant de se marier. Par conséquent, si vous avez un niveau d'instruction satisfaisant et un revenu décent, si vous venez d'une famille intacte et si vous êtes croyant et si vous vous mariez après l'âge de 25 ans sans avoir eu d'enfant avant, vos probabilités de divorce sont vraiment faibles. De nombreux jeunes adultes défendent le concubinage pour des relations matérielles. Il leur paraît primordial d'accéder à la propriété, d'être stable financièrement avant de se marier. Ils s'imaginent que le mariage est un gouffre financier. Mais les études démontrent les surprenants avantages économiques du mariage. Une étude menée en 1992 sur des retraités montre que ceux qui étaient toujours mariés avaient 75% de ressources de plus que ceux qui ne s'étaient jamais mariés ou qui avaient divorcé et ne s'étaient pas remariés. Encore plus remarquable, cette étude établit que les hommes mariés gagnaient 10 à 40% de plus que les célibataires, tout en ayant un niveau d'éducation et d'expérience professionnelle similaire. Comment l'expliquer? En partie par la meilleure santé physique et mentale dont jouissent les couples mariés. De plus, le mariage est un puissant amortisseur de choc qui aide à traverser les déceptions, la maladie et d'autres difficultés. L'équilibre est plus vite retrouvé. Les revenus plus élevés s'expliquent probablement aussi par ce que les spécialistes appellent les normes sociales conjugales. Des études montrent que les conjoints s'encouragent l'un l'autre à plus de responsabilités et de maîtrise de soi. Les amis ou les membres de la famille n'auraient pas la même influence. À titre d'exemple, des célibataires peuvent se laisser aller à de folles dépenses sans rendre de compte à personne. Par contre, les couples s'entraînent mutuellement à l'épargne, à l'investissement et au plaisir différé. Il n'y a rien de mieux que le mariage pour amener quelqu'un à la maturité. Ce qui rend les jeunes adultes si méfiants vis-à-vis du mariage est probablement la croyance que la plupart des couples mariés sont malheureux. Un exemple typique figure dans un forum de Yahoo, où un jeune homme de 24 ans annonce sa décision de ne jamais se marier. Il rapporte qu'au cours des derniers mois, il a fait part à ses amis mariés. Et tous ont ri, l'ont jalousé ou trouvé intelligent. Il en a conclu qu'au moins 70% des gens mariés devaient être malheureux. En réponse à ce message, une jeune femme répond que cela confirme ses propres observations. Elle estime sur 10 couples mariés, 7 sont mortellement malheureux. Elle ajoute: Je me marie l'année prochaine parce que j'aime mon fiancé. Mais si les choses changent, je n'hésiterai pas à divorcer. Récemment, le New York Times Magazine a publié un article sur un nouveau film, Monogamie, réalisé par Dana Adams Shapiro, qui s'était rendu compte qu'en 2008, que plusieurs de ses amis trentenaires et mariés s'étaient séparés. Avec l'idée de faire un film basé sur une histoire orale de rupture, il a interrogé en profondeur 50 personnes qui avaient vécu un divorce. Il n'a fait cependant aucune recherche sur les mariages de longue durée et heureux. Quand on lit Quand on lit en adom... Voyons, excusez.
Quand on lit, on a demandé la raison. Il a paraphrasé Tolstoï. Tous les couples heureux sont identiques, c'est-à-dire qu'ils sont tout simplement ennuyeux. Hum. Il n'est donc pas surprenant, conclut le journaliste du Times, de dire que le film adopte finalement une vision glauque, voire complètement apocalyptique des relations. Le film dépeint deux personnes qui s'aiment beaucoup, mais pour qui ça ne marche pas. Dans d'autres interviews, le réalisateur déclare que deux individus modernes éprouveront une extrême difficulté à s'aimer sans étouffer l'individualité et la liberté de l'autre. D'après le journaliste Shapiro, célibataire endurci bien qu'espérant se marier un jour, n'a pas conçu ce film dans un esprit anti-mariage. Mais il éprouve toutefois une grande réticence envers la monogamie. Il reflète ainsi l'opinion plutôt typique des jeunes adultes, particulièrement ceux des zones les plus urbaines des États-Unis. Pasteur d'une église comptant plusieurs milliers de célibataires à Manhattan, j'ai discuté avec un grand nombre d'hommes et de femmes qui partagent la même opinion négative du mariage. Pourtant, ils sous-estiment les perspectives d'un mariage réussi. Tous les sondages indiquent que le pourcentage de personnes qui se disent très heureuses dans leur mariage est élevé environ à 61 à 62 %. Ce score a très peu diminué cette dernière décennie. Et plus étonnant encore, les études transversales montrent que les 2 tiers des mariages malheureux deviennent heureux dans les 5 années qui suivent, si le couple choisit de ne pas divorcer. Cette découverte a fait dire à Linda G. Waite, sociologue à l'Université de Chicago, les mérites du divorce ont été exagérés. Les résultats de la grande majorité des recherches effectuées ces 20 dernières années indiquent que ceux qui sont mariés et qui le restent sont bien plus satisfaits de leur vie que les célibataires, les divorcés ou ceux qui vivent en concubinage. Il révèle également que la plupart des gens sont heureux dans leur mariage et que ceux qui ne le sont pas et ne divorcent pas finissent généralement par l'être. De plus, les enfants issus de familles où les parents sont mariés ont une qualité de vie 2 à 3 fois supérieure aux autres. Le verdict est écrasant. Être marié et grandir avec des parents mariés sont de puissants stimuli pour le bien-être humain. L'histoire du mariage. Croire à l'attrait et à la vertu du mariage était jadis une tendance universelle. Ce n'est plus le cas à notre époque. Un récent rapport de l'Université de Virginie, le National Marriage Project, conclut moins d'un tiers des étudiants en année de bac et à peine plus d'un tiers des étudiants semblent persuadés que le mariage offre davantage de bénéfices que les autres options. Et pourtant, cette attitude négative va à l'encontre des données empiriques disponibles qui montrent les avantages importants, autant personnels que sociaux, du mariage par rapport au célibat ou à l'union libre. Toujours d'après cette étude, le point de vue de la majorité des jeunes adultes va à l'encontre de la vie générale des personnes plus âgées et des enseignements des principes religions du monde. Il est également infirmé par la recherche la plus récente en sciences sociales. D'où vient donc ce pessimisme et pourquoi est-il si déconnecté de la réalité? Paradoxalement, il se peut qu'il soit le résultat d'une nouvelle idéalisation irréaliste du mariage, due à un changement significatif de son but dans notre culture. L'éminent juriste John White Jr. estime que l'ancien idéal du mariage en tant qu'union contractuelle permanente, conçue dans l'intérêt de l'amour réciproque, de la procréation et de la protection, cède lentement la place à une nouvelle réalité. Il s'agit désormais d'un contrat à portée sexuelle, entre guillemets, conçu pour assurer la satisfaction individuelle de chaque partie. Le même monsieur, John Wheat, fait remarquer que dans les civilisations occidentales, plusieurs courants de pensée ont rivalisé quant à la forme et la fonction du mariage. Les deux premiers, catholiques et protestants, bien qu'ils diffèrent sur plusieurs points, ont enseigné que le but du mariage était de créer une structure d'engagement et d'amour pour la vie entre mari et femme.
Il s'agissait d'un lien solennel conçu pour aider chacune des parties à maîtriser ses propres pulsions et intérêts au profit de la relation, pour que cela soit un sacrement de l'amour de Dieu. Ça, c'est la vision catholique, et serve le bien commun, vision protestante. Le mariage était donné par Dieu non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour le bien-être de toute l'humanité. Il forgeait le caractère, réunissant l'homme et la femme en un vrai partenariat. Telle en était la compréhension des protestants. Ils considéraient surtout que le mariage pour la vie constituait le seul modèle de stabilité sociale où les enfants puissent grandir et s'épanouir. La société tirait donc un avantage direct de l'institution du mariage, puisqu'aucun autre cadre ne pouvait offrir aux enfants un tel épanouissement. Cependant, explique Witt, une nouvelle conception du mariage est née au 15, 16, 18e siècle, celui des Lumières. Et ensuite au 19e siècle. Les cultures anciennes enseignaient le sens du devoir, la place dévolue à chacun dans la société et le dévouement. Les Lumières ont changé les choses et donné un nouvel éclairage. Ce qui donne son sens à la vie, c'est la liberté pour l'individu de choisir la vie qui lui apportera le maximum de satisfaction. La recherche d'épanouissement émotionnel et sexuel et de réalisation personnelle a redéfini les contours du mariage. Les notions d'abnégation, de renoncement aux libertés personnelles, d'attachement aux obligations du mariage et de la famille ont perdu de leur saveur. Les partisans de cette approche n'ont pas considéré l'essence du mariage ni dans son symbolisme en tant que sacrement divin, toujours la perspective catholique, ni tant que le lien social accordé pour le bien de l'humanité au sens large, la perspective protestante. Le mariage est plutôt devenu un contrat entre deux parties pour une croissance et une satisfaction personnelle mutuelle. De ce point de vue, les gens se sont mariés pour eux-mêmes et non pour remplir leurs obligations envers Dieu ou la société. Il fallait donc permettre aux parties de gérer le mariage de la manière dont elles allaient le juger bénéfique pour elles, sans qu'aucune obligation envers l'Église, la tradition ou la société ne leur soit imposée. En résumé, l'époque des Lumières a privatisé le mariage en le retirant de la sphère publique et en redéfini son objectif en termes de satisfaction personnelle et non en termes de bien-être collectif. Tel que refléter la nature de Dieu, développer le caractère ou éduquer des enfants. Cette nouvelle vision de la finalité du mariage a lentement mais sûrement fini par remplacer les autres visions plus anciennes de la culture occidentale. Ce changement a été bien timide. Récemment, Tara Parker Pope, chroniqueur au New York Times, a écrit un article intitulé Le mariage heureux et le mariage G-E. J-E. Ça va comme suit l'extrait. L'idée selon laquelle les meilleurs mariages sont ceux qui satisfont l'individu peut sembler paradoxale. Après tout, le principe du mariage n'est-il pas de privilégier la relation? Plus maintenant. Pendant des siècles, le mariage a été perçu comme une institution économique et sociale dont la survie même l'emportait sur les besoins intellectuels et émotionnels des conjoints. Dans les relations modernes, en revanche, les gens recherchent une vraie relation de partenariat avec un conjoint qui rende leur vie plus intéressante et où ils s'entendent à atteindre des objectifs qui leur sont chers. Plutôt s'entraident à atteindre les objectifs qui leur sont chers. Cette transformation a été révolutionnaire et Mme Parker Pope le déclare ouvertement. Le mariage, jadis une institution publique pour le bien commun, est aujourd'hui un arrangement privé destiné à la satisfaction de chaque conjoint. Auparavant, le mariage tournait autour de nous, mais aujourd'hui, il tourne autour du je. Ironie du sort, cette nouvelle vision fait peser, au bout du compte, un fardeau d'attente bien plus écrasant sur le mariage et sur les époux que ne l'ont fait les interprétations traditionnelles précédentes. Nous nous retrouvons désespérément piégés entre des aspirations irréalistes et d'énormes craintes vis-à-vis du mariage.
la quête d'une, entre guillemets, âme sœur. Une étude importante datant de 2002 intitulée Pourquoi les hommes ne prennent aucun engagement en est une claire illustration. Les femmes accusent souvent les hommes d'avoir une phobie de l'engagement et d'avoir peur de se marier. Et les auteurs de ce rapport révèlent qu'en effet, leur enquête sur les aptitudes masculines prouve le bien fondé de cette perception populaire. Ils énumèrent ensuite les raisons pour lesquelles les hommes déclarent préférer ne pas se marier ou du moins pas tout de suite. Le fait le plus frappant, cependant, concerne le nombre élevé de ceux qui disent vouloir attendre de trouver, entre guillemets, l'âme sœur parfaite, quelqu'un de très compatible. Que signifient ces propos? Quand j'ai rencontré Cathy, ma future épouse, nous nous sommes très vite rendus compte que nous avions les mêmes goûts concernant une quantité inouïe de livres, d'histoires, de sujets, de discussions. Nous avions la même façon d'envisager la vie et nous partagions les mêmes sources de joie. La possibilité d'une profonde amitié se profilait à l'horizon, chacun reconnaissant dans l'autre une véritable âme sœur. Mais de nombreux jeunes adultes ont une compréhension différente de ce terme. Selon Whitehead et Popenoe, deux facteurs clés entrent en jeu. Le premier est l'attraction physique et l'alchimie sexuelle. L'un des thèmes prépondérants lors des entretiens de Shapiro avec des personnes récemment divorcées était l'importance donnée à une vie sexuelle épanouie. Une femme a expliqué qu'elle avait épousé son mari parce qu'elle le trouvait sexy. Mais à son grand désarroi, il a pris du poids et a cessé de prendre soin de son apparence physique. La lune de miel était terminée. Elle en a surtout pris conscience lors de leur rapport sexuel. Elle avait posé comme principe de ne pas faire l'amour à moins d'en avoir vraiment envie, mais cela ne lui arrivait pas souvent. Nous étions tombés dans une routine dans laquelle nous avions des rapports seulement une fois par semaine, et parfois moins. Il n'y avait aucune variété, aucun bénéfice mental ou émotionnel. L'urgence ou la tension qui rend l'acte si magnifique avait disparu, tout comme ce désir de vouloir charmer ou séduire quelqu'un. Elle estimait que l'attraction sexuelle et l'alchimie étaient des prérequis fondamentaux pour trouver quelqu'un de compatible. Cependant, dans l'étude précitée, les hommes sondés n'ont pas mentionné l'attirance sexuelle comme facteur principal. Selon eux, la notion de compatibilité s'appliquait avant tout à une femme prête à les prendre tels qu'ils sont, sans vouloir les changer. Certains expriment leur rancœur envers les femmes qui avaient essayé de les changer, et d'autres décrivaient ainsi l'affinité conjugale, trouver une femme qui puisse s'adapter à leur vie. Si on est réellement compatible, on n'a pas besoin de changer, a affirmé l'un d'eux. Retrouver la vraie masculinité. La rupture avec le passé est considérable. Autrefois, les hommes s'attendaient à ce que le mariage leur apporte de grands changements personnels. Un des aspects de la vision traditionnelle du mariage était son effet civilisateur sur les hommes. Ceux-ci étaient réputés plus indépendants, moins désireux et moins aptes que les femmes à entrer dans des relations nécessitant communication, soutien réciproque et partenariat. Un des objectifs classiques du mariage était donc très clairement de changer, entre guillemets, les hommes et d'être une école, entre guillemets, dans laquelle ils apprendraient à développer de nouvelles relations plus interdépendantes. Comble d'ironie, les hommes de cette étude ont précisément fait ressortir les attitudes que le mariage était jadis censé corriger. Les chercheurs leur ont demandé s'ils étaient conscients que les femmes de leur âge ressentaient le besoin de se marier et d'avoir des enfants avant qu'elles ne le puissent plus sur le plan biologique. Ils savaient pertinemment qu'en différant le mariage, elles atteинdraient plus difficilement cet objectif de vie, mais cela leur importait peu. Comme l'a dit l'un d'entre eux, c'est leur problème. Et plusieurs participants sont restés inflexibles. Leur relation avec une femme ne devrait en aucun cas entraver leur liberté. Le rapport conclut. L'union libre permet aux hommes d'avoir un accès permanent aux services domestiques et sexuels d'une petite amie,
tout en restant plus indépendants et en continuant leur recherche d'une meilleure partenaire. Dans un article du New York Times, Sarah Lipton a dressé une liste d'hommes politiques célèbres qui avaient refusé de limiter leurs relations sexuelles à leur épouse. Il y a Arnold Schwarzenegger, Dominique Strauss-Kahn, Bill Clinton, Mark Stanford, John Ising, etc. Chacun s'était opposé à l'optique traditionnelle du mariage, de changer ses instincts naturels, maîtriser ses passions, apprendre à sacrifier ses propres désirs et servir les autres. L'explication populaire de ce comportement est que le mariage ne s'accorde tout simplement pas à la nature masculine. Les hommes les plus virils ne sont pas faits pour le mariage. On soutient on soutient qu'un besoin de quête sexuelle, d'adulation des femmes et de liaisons risquées et illicites va de pair avec l'ambition, la volonté de réussir et la confiance en soi du mâle dominant. Pourtant, Lipton affirme que le mariage était traditionnellement le lieu où les mâles devenaient vraiment masculins. Dans l'histoire du monde occidental, la caractéristique principale est la plus estimée de la masculinité, qui était autrefois la plupart du temps la maîtrise de soi. Un homme qui cédait à la gloutonnerie, à l'ivrognerie, à la paresse ou au libertinage, incapable de, entre guillemets, se dominer, était considéré comme inapte à diriger sa famille et, à plus forte raison, un gouvernement. Lipton conclut. Au vu des révélations récentes sur le comportement sexuel inconsidéré et complaisant de tant de nos élus, il vaudrait peut-être la peine de se remémorer que la grandeur d'un homme se mesurait jadis à sa retenue et non à ses prouesses sexuelles. Il serait erroné de faire porter aux hommes toute la responsabilité de ce changement d'attitude à l'égard du mariage. Aujourd'hui, autant des hommes que des femmes désirent un mariage dans lequel ils se sentent émotionnellement et sexuellement satisfaits. Ils veulent que le conjoint les laisse être eux-mêmes, qu'il soit drôle, intellectuellement stimulant, sexuellement attirant, avec beaucoup d'intérêts communs, et qui, cerise sur le gâteau, les soutient dans leurs objectifs personnels et dans leur style de vie actuel. Si vous recherchez un partenaire qui n'exige guère de changement de votre part, vous souhaiterez également qu'il travaille presque toujours dans l'harmonie. Votre quête vous mènera vers quelqu'un qui fonctionne bien, entre guillemets, sans problème personnel dans ses bagages et sans exigence. Vous cherchez en somme une personne idéale, heureuse, en bonne santé, intéressante et satisfaisante de sa vie. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une société n'a été à ce point aussi idéaliste en ce qui concerne la recherche d'un conjoint. L'ironie de l'idéalisme pessimiste. Il semble presque contradictoire d'avancer que ce nouvel idéalisme est la conséquence d'un nouveau pessimisme. Concernant le mariage, pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans les générations précédentes, on parlait beaucoup moins de, entre guillemets, compatibilité et de trouver l'âme sœur idéale. Aujourd'hui, nous recherchons quelqu'un qui nous accepte tel que nous sommes et qui comble nos désirs et qui crée un ensemble d'attentes irréalistes frustrantes pour tous. La recherche d'un partenaire sexuel convenable est un problème en soi. Dans un autre rapport du National Marriage Project, on lit la médiatisation de la culture pornographique risque, entre guillemets, également d'ancrer des attentes irréalistes quant à l'apparence de la future âme sœur. Influencés par les images de jeunes femmes sexy sur MTV, sur Internet et sur les podiums des défilés télévisés, des hommes peuvent repousser l'idée d'épouser leur petite amie du moment dans l'espoir de finir par trouver un mélange âme sœur top modèle. Il serait néanmoins faux d'imputer le changement d'attitude de notre culture envers le mariage, à la seule quête de beauté physique de la part des hommes. Les femmes sont tout aussi affectées par notre culture de consommation. Et comment, oui? Aujourd'hui, hommes et femmes ne perçoivent pas le mariage comme un moyen de développer le caractère et de faire évoluer la communauté, mais comme un moyen d'atteindre leur objectif de vie personnelle. Ils recherchent tous un conjoint qui comble leurs désirs émotionnels, sexuels et spirituels. Cela crée un idéalisme extrême qui plonge dans un profond pessimisme.
La rencontre avec la bonne personne à épouser devient peu probable. Voilà pourquoi tant de gens repoussent le mariage et se détournent d'excellents conjoints potentiels, simplement parce qu'ils ne sont pas, entre guillemets, assez bien à leurs yeux. Quelle ironie! La conception ancienne du mariage est qualifiée de traditionnaliste et oppressive, alors que la nouvelle notion du mariage, avec le J-E, semble si libératrice. Or, c'est cette dernière qui a engendré un déclin rapide du mariage ainsi qu'un sentiment étouffant de désespoir à son évocation. Pour former un mariage, J-E, il faut deux individus parfaitement équilibrés et heureux, possédant très peu de besoins émotionnels ou avec seulement des petits défauts à corriger. Trouver un tel oiseau rare révèle presque de l'impossible. La nouvelle conception du mariage développement de soi nous a placés en position d'attente maximale et minimale en même temps. Dans son article humoristique Pinailleur, 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 John Tierney essaie de façon superbe de nous faire rire de situations impossibles propres à notre culture. Il restitue les raisons invoquées par ses amis célibataires pour ne pas avoir donné suite à leur récente relation. Voici ses exemples. Elle a mal prononcé Goethe. Comment le prendre au sérieux après avoir lu Les relations amoureuses pour les nuls sur son étagère? Il suffisait qu'elle perde 3 kilos. Un autre dit: «Oui, bien sûr, c'est un associé, mais pas d'une grande entreprise. En plus, il porte des soquettes noires». Des bas, j'imagine. Autre point, hein, un autre exemple. En fait, ça a bien commencé. Beau visage, corps magnifique, joli sourire. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce qu'elle se retourne. Sur un silence qui ne présage rien de bon, il hoche la tête. Ses coudes étaient sales. OK. Eh ben, continuons. Après avoir scruté les petites annonces de rencontres incroyablement irréalistes où le partenaire recherché n'existe pratiquement jamais, John Tierney a examiné que les jeunes adultes souffraient terriblement de ce qu'il a appelé le détecteur de défauts. Il s'agit d'une voix intérieure semblable à un petit appareil vombrissant dans le cerveau qui détecte instantanément un défaut fatal chez tout partenaire potentiel. Quelle est l'utilité du détecteur de défauts? En voici l'un des usages. Il serait mis au point par des personnes déterminées à obtenir plus qu'elles ne méritent et à rejeter toute personne qui leur ressemble, même de loin. Cependant, conclut Tierney, ce détecteur sert d'excuse pour rester seul et par conséquent en sécurité. Au fond d'eux-mêmes, ils savent pourquoi ils en ont besoin. Et ce n'est pas facile à admettre, surtout le jour de la Saint-Valentin, mais en réalité, ce qu'ils transmettent au travers de ces petites annonces, c'est recherche solitude. Autrement dit, dans notre culture, certains placent trop d'attentes sur le conjoint. Pour eux, le mariage n'est pas l'union de deux personnes imparfaites qui s'unissent pour créer un lieu de stabilité, d'amour et de consolation, un havre dans un monde cruel. Ils recherchent plutôt quelqu'un qui les acceptera comme ils sont, qui aura les capacités complémentaires aux leurs et qui comblera leurs désirs sexuels et émotionnels. Et pour répondre à ces exigences, il faut une femme, romancière, astronaute avec une expérience de top modèle, ou l'équivalent chez un homme. Un mariage fondé sur l'accomplissement personnel et non sur l'abnégation exige un conjoint sans besoin ou presque qui, de plus, comblera les vôtres sans rien demander en retour. Bref, aujourd'hui, on attend beaucoup trop d'un conjoint ou d'une conjointe. D'autres, au contraire, ont peu d'attentes quant au mariage. Ils en ont même très peur. Et Tierney pense qu'ils sont plus nombreux dans ce cas, du moins chez ses amis new-yorkais. Ceux qui rêvent du conjoint parfaitement complémentaire sont moins nombreux que ceux qui n'en veulent pas, mais qui ont peut-être du mal à l'admettre. Après tout, notre culture place la liberté, l'autonomie et l'épanouissement en haut de l'échelle des valeurs. Toute personne sensée sait en son fort intérieur que n'importe quelle relation plutôt, d'amour entraîne la perte de ces trois valeurs.
Vous pouvez dire: «Je veux quelqu'un qui m'accepte tel que je suis», mais au plus profond de votre cœur, vous savez que vous n'êtes pas parfait et qu'il y a des choses à changer en vous et que quiconque se risquerait à vous connaître intimement souhaitera également les changer. Vous savez aussi que l'autre aura des besoins profonds et des défauts. Tout ceci semble douloureux et ça l'est. Vous n'en voulez donc pas. Il est difficile d'admettre publiquement ou à soi-même qu'on ne veut pas se marier. Alors, vous réglez votre détecteur de défauts au niveau le plus élevé. Et cela devrait marcher et tenir le mariage à distance. Mais l'éviter simplement pour ne pas perdre sa liberté, c'est infliger à son cœur la pire des punitions. C.S. Lewis l'a très bien exprimé. Aimez quelque chose et votre cœur sera certainement déchiré et probablement brisé. Si vous voulez être sûr de le garder intact, abstenez-vous de donner votre cœur à qui que ce soit, même à un animal. Enveloppez-le soigneusement dans le linceul de vos hobbies et de vos petits luxes. Évitez toute forme de relation, enfermez votre cœur à clé dans le cercueil de votre égoïsme. Mais dans ce cercueil, sûr, obscur, immobile, sans air, il changera. Il ne se brisera pas, il deviendra incassable, impénétrable et indissoluble. L'alternative à la tragédie, ou du moins au risque de la tragédie, est la damnation. Pour conclure, dans notre société, nous sommes trop pessimistes quant à la possibilité de la monogamie, parce que nos attentes envers notre conjoint ou vers un conjoint sont trop idéalistes. Une mauvaise compréhension des buts du mariage qui en est la cause. À bientôt.